Pour présenter d'abord Jérémy Aujar, qui travaille à l'université de Caen, actuellement en Master 2, donc qui est aussi un peu l'incarnation de ce qu'on voulait avec ce colloque, c'est-à-dire donner la parole à la jeune recherche, celle qui est en train de se faire, notamment dans les masters, dans les débuts de thèse, et donner voilà, aussi la possibilité à des étudiants et étudiantes en master de pouvoir déjà présenter une ébauche de travaux. Et donc c'était un petit peu ce que Jérémy faisait, c'est une sorte de premier bilan d'étape de où en est sa recherche. Et donc il travaille en histoire à l'université de Caen sur les films de KPDP. Pardon, très important en France pendant une trentaine d'années, voilà, et qui est passé de mode, et d'essayer de le lier à des enjeux politiques, d'incarnation du pouvoir. Et voilà, je pense que je peux te laisser la parole pour que tu nous présentes justement tout ça. Ouais, très bien. Eh ben, merci beaucoup de l'accueil déjà. Ça me fait plaisir vraiment de vous présenter ces premiers résultats finalement sur le cinéma français de KPDP, qui plus est dans une période où on le voit, hein, bien entendu. Au cinéma, il y a un certain renouveau du cinéma d'aventure populaire, notamment dès 2023, bien entendu, avec le diptyque des Trois Mousquetaires, qui a réussi à réunir pas mal de monde, mais aussi le fameux Comte de Monte Cristo, qui est sorti cet été, et qui a réuni près de 9 millions de téléspectateurs, ce qui en fait maintenant un des 20 meilleurs films au niveau en termes d'entrée, voilà, dans le cinéma français. Notre porte d'entrée du coup sur cette finalement sur ce sujet, c'est mon sous-titre, étude des représentations filmiques d'un genre archétypal de la France des Trente Glorieuses. Pourquoi utiliser ce terme-ci de Trente Glorieuses, alors que finalement c'est quelque chose qui est plutôt passé de mode, hein. C'est pour refaire un petit historique du terme de Trente Glorieuses, c'est un terme qui naît du côté de chez Jean Fourassier, donc son ouvrage qui se nomme Les Trente Glorieuses de la Révolution invisible, de 46 à 75, qui a été publié juste avant les années 80, et qui finalement, lui, sa théorie, c'est que de la libération jusqu'à la première crise pétrolière en 73, finalement, c'était une période d'âge d'or au niveau économique pour la France, et que c'est clairement une période où la croissance a été plus que fulgurante. Ici, tout l'intérêt du terme de Trente Glorieuses, c'est finalement ce qualificatif de glorieux. Qui dit glorieux dit finalement une certaine nostalgie, hein, de cette période. Si ce temps est glorieux, c'est parce que c'est un temps qui est prospère, et on peut totalement réexaminer aujourd'hui ce terme de glorieux à l'aune des problématiques que nous vivons aujourd'hui. Également, cette analyse du coup des films de KPDP nous permet de nous intéresser à un cinéma populaire, comme nous l'avons très bien vu tout de suite. C'est un cinéma d'adaptation, un cinéma grand public, et il faut, je pense, s'intéresser à ce genre afin de nous intéresser également. Ça nous permet d'analyser finalement cette société française post-Seconde Guerre mondiale, jusqu'à comme je l'ai dit, cette première crise pétrolière au milieu des années 70. Durant cette communication, je vais m'attacher à m'intéresser à 12 ans bien particuliers, donc de 52 à 64, qui est pour moi une période réellement d'âge d'or des films de KPDP, où finalement, voilà, ce sont tous ces films vont atteindre près de 5 millions d'entrées, donc ça fait réellement des gros succès pour l'époque. Et je vais vous présenter un petit peu tous ces films-ci. Là, je vous ai mis une petite image finalement de mon corpus, hein. Il y a près d'une quarantaine de films que j'ai rangés de cette façon. Ça va du Bossu, sorti en 44, jusqu'à À nous quatre cardinal, qui est sorti en 74. Donc bien sûr, j'ai rangé, là je vous fais très rapidement, hein, vous le voyez sur la diapo, mais finalement je les range par titre, date, nationalité. Très souvent c'est des films français, mais aussi des coproductions, hein. Cette période-ci est vraiment marquée par une coproduction tournée vers l'Europe, que ce soit des films franco-italiens, franco-espagnols, mais aussi avec des productions
avec des pays du bloc de l'Est, notamment la Yougoslavie, l'Allemagne de l'Est. Également les réalisateurs, donc on retrouve André Hunebelle, Pierre Gasparuit, etc. Également Abel Gans. Des scénaristes, parce que c'est aussi un point qui est assez important, la place du scénariste et du dialoguiste, notamment dans la place du sous-texte. Les œuvres adaptées, comme je vous l'ai dit, c'est des œuvres adaptées de romans le plus souvent, les sociétés de production, la durée, la position box-office, pour parler du terme de populaire, ainsi que le nombre d'entrées. Et enfin, là, pour le coup, pour mon mémoire, j'ai aussi mis la version utilisée, quel DVD, quel VHS, quel montage, parce que entre les coproductions, très généralement, les montages diffèrent, notamment du côté de l'Italie, où, pour prendre le cas, par exemple, de Fanfan la Tulipe, qui est sorti en 52, on a près de 30 minutes qui disparaissent dans le montage français, parce que l'Italie essayait de mettre en avant surtout l'actrice qu'ils avaient prêtée pour cette réalisation, mais en France, on ne retrouve pas ce grand monologue de près de 15 minutes de l'actrice. Voilà. Le corpus restreint que je vais vous présenter dans le cadre de cette communication, nous avons donc Fanfan la Tulipe qui a réuni près de 6,8 millions d'entrées, Le Capitaine en 60, Le Miracle des loups, toujours par André Hunebelle en 61, Le Capitaine Fracasse de Pierre Gasparuit, ainsi que Cartouche et Hardy Pardaillan, sortis en 62 et en 64. Donc là, vous pouvez le voir, hein, là, ça fait 6,8 millions d'entrées, 5,2, 3,8. Ça reste quand même des succès assez conséquents, même pour l'époque. Et voilà. D'un point de vue historiographique, sur quoi je me base particulièrement, sur quoi je base mes recherches, finalement, il y a assez peu de choses qui ont été faites sur les films de KPDP. Mais j'ai particulièrement deux bases. Dans un premier temps, l'ouvrage de Jeffrey Richards, qui est un historien anglophone. Son ouvrage s'intitule Source Men of the Screen, qui est une somme finalement où il va faire une liste de près de 80 films, très souvent des films issus du corpus du Hollywood classique, que des films sortis entre les années 20 et les années 50. Mais il dit clairement qu'il va analyser ces films sous un angle très subjectif. Il va dire que s'il a choisi ces films-ci, c'est parce que ce sont avant tout des films qu'il aime bien. Et que finalement, lui, ça l'aide à prendre un peu, à pouvoir déjà s'intéresser, parce que ça lui rappelle, lui aussi, déjà, un point de vue très nostalgique, où ça lui rappelle un peu son enfance, bien entendu, où il va moins s'attacher à faire un travail historique, mais bien plus de catégorisation finalement des films. Lui ne s'attache pas à la chronologie, mais bien plus finalement aux caractéristiques de ces films aussi. Pour prendre deux exemples, il ne va pas parler de films qui relatent des faits de l'Ancien Régime, mais bien plus de films de mousquetaires. Pourquoi ? Parce que très souvent, pour prendre le cas par exemple des Trois Mousquetaires, les protagonistes sont des mousquetaires. Pareil pour Ivanhoe de Richard Thorpe, donc c'est un film qui est sorti en 52. Lui va bien plus parler de films de chevaliers, alors que on aurait pu le catégoriser comme étant un film portant sur la période médiévale, tout simplement. Donc il va vraiment beaucoup plus s'intéresser à des caractéristiques. Pareil, il porte un certain regard finalement sur ces films, en parlant bien plus de films de divertissement que de films historiques. Il s'intéresse bien plus à la portée populaire que réellement les messages historiques que peuvent véhiculer ces films-ci. Pareil, un peu dans la même veine, on a également les Cahiers de la Cinémathèque, donc cette revue numéro 51-52 qui porte sur l'Ancien Régime au cinéma, qui a été une de mes grosses portes d'entrée sur ce sujet, étant donné qu'il y a énormément de questionnements que je reprends et que j'essaye d'actualiser dans ce mémoire, notamment du point de vue de la représentation du roi et du miroir qui peut être fait avec la représentation du pouvoir présidentiel en France. C'est quelque chose qui est hyper riche, mais qui a besoin, je pense, d'être actualisé, qui a besoin aussi d'être vu à la lumière un peu de la science historique.
Et pareil, pour parler un peu d'ouvrages beaucoup plus récents, on l'a cité tout à l'heure, Rocky, la revanche rêvée des Blancs de Loïc Artiaga, qui a été pour moi une des bases finalement de cette relation entre film populaire et société. Et j'essaye, tant bien que mal, d'analyser finalement ces films-ci en essayant d'avoir à peu près le même objectif finalement, d'analyser film populaire et monde social français de cette période. Et je dois citer aussi Michel Lany et le hors-cadre imaginaire cinématographique de l'histoire, qui a été, pareil, une des bases d'un point de vue de l'analyse des films. Voilà. Pour présenter un petit peu le genre de KPDP. En effet, le genre de KPDP, il n'y a pas de définition claire de ce que c'est que ce genre. Je pense, pour toutes les personnes qui sont ici, vous imaginez finalement ce que c'est qu'un film de KPDP. Vous avez des images de combat, finalement de chevauchée, mais on n'a clairement pas de définition claire. Tout d'abord, pour faire un micro-historique, c'est un nom, le KPDP, qui naît tout d'abord dans le théâtre espagnol du XVIIe siècle et qui après va être réutilisé d'un point de vue littéraire au milieu du XIXe siècle en France. Ça va être par ailleurs le nom de 2 romans, le premier de Ponson du Terrail à la toute fin des années 50, 1850, et de Amédée Achard, qui lui, donc son roman est sorti en 1875, et c'est même devenu une collection littéraire au tout début du XXe siècle pour sortir différentes sommes qui étaient avant sorties dans différentes revues de manière très sérielle. En effet, la plupart des romans étaient sortis avant dans des revues, dans des quotidiens avec différents épisodes. Par ailleurs, ce point sur la littérature, on peut le relier finalement à l'analyse qu'a pu faire Sarah Mombert sur le roman de KPDP. Et elle a fait une thèse du coup sur le roman de KPDP, et son nom complet c'est Roman de KPDP, essai de définition d'un genre romanesque. Ici vraiment je me suis attaché à vraiment essayer de faire ma propre définition de ces films en s'attachant également à sa définition. On réussit à avoir des choses assez proches finalement, mais elle l'a avant tout mis en relief 2 points très importants. D'une part, le côté populaire de ce genre, le fait qu'il y ait une diffusion de masse des romans de KPDP. Il y a également une diffusion de masse, comme on peut le voir sur cette photo-ci. Là, on a la moyenne du nombre d'entrées de ces films. On tourne plutôt autour de 4,5 millions d'entrées, ce qui est assez énorme. Donc là, comme je vous ai dit, c'est que des films entre 52 et 64, que je considère être l'âge d'or finalement de ce genre. S'il y a une diffusion de masse de ces œuvres, on peut alors supposer que ces œuvres répondent au goût de la masse, au goût finalement du plus grand nombre à cette période, comme on peut le voir d'ailleurs dans ces années de popularité de ce genre. Je me suis également attaché à faire un schéma de construction du héros. En effet, je me suis, en reprenant un peu la thèse finalement de Vladimir Propp dans sa morphologie du conte, pour m'aider à faire finalement une définition du genre de KPDP, je me suis dit qu'il fallait s'attacher finalement au protagoniste, mais également à l'antagoniste. L'antagoniste, c'est encore un travail en cours, je ne pourrais pas vous le montrer actuellement. Mais si on s'intéresse aux héros et également au corpus, finalement, les films de KPDP suivent ce schéma bien précis. C'est-à-dire que, comme point de départ, nous avons un héros qui a envie de partir à l'aventure, qui est motivé par différents points, que ce soit une injustice, un appel à la vengeance, ou alors un complot contre l'État. Et ce départ du héros va le mener à faire différentes rencontres. Que ça soit le plus souvent, c'est la rencontre avec un acolyte. L'acolyte le plus connu dans les films de KPDP, souvent ce sont des personnages incarnés par Bourvil par exemple, où là vraiment on a un personnage qui est qui a une bonhomie incarnée, qui est très souvent peureux et qui représente vraiment
le personnage de basse extraction par excellence, vraiment. Également, une rencontre avec une jeune femme qui est, elle, par contre, très souvent issue de la noblesse, qui va devenir, pour faire un anglicisme, un love interest pour le héros, et qui va même très souvent subir à peu près les mêmes sévices. Ça va être très souvent enlevé par le méchant, elle va devenir elle-même le love interest du méchant. On va voir très souvent un duel. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir la mainmise finalement sur ce love interest. Tout ceci va mener à de multiples péripéties, souvent des embuscades, des traîtrises, des complots, des intrigues, et qui vont mener à la fin un duel final avec un Deus Ex Machina qui va intervenir pour mettre fin à ce film, à tout le scénario. Donc, très souvent, vraiment, ce Deus Ex Machina va régler la situation en 1 minute, alors que tout le film s'est attelé à faire finalement toute une suite de péripéties et d'aventures pour ça. Voilà, tout ça mène finalement au Deus Ex Machina. Pour la fin heureuse, aujourd'hui, je vous le dis, je pense que je vais un peu remanier ça. Tous les films de KPDP ne finissent pas bien, surtout dans la dernière phase que je vois entre 64 et 74, par exemple Cartouche, où là, pour le coup, on peut s'interroger si le film se finit bien ou pas, clairement. On va maintenant s'atteler un peu à la partie la plus imposante de cette communication. Finalement, la place du reflet de l'actualité française durant cet âge d'or, du coup, entre 52 et 64. Je vais citer Jean-Paul Gors, qui a très souvent intervenu dans les cahiers de la Cinémathèque et qui a par ailleurs été président de la Cinémathèque française de mémoire durant les années 80-90. Pour lui, le cinéma de l'Ancien Régime est à la culture française ce que le western est à la culture américaine. En effet, et je pense réutiliser cette citation. Les films de KPDP, pour le coup, vont quelque part créer une sorte de représentation finalement de ce qu'est la culture française, ce qu'est l'histoire finalement de la France, à partir de ces films-ci, qui sont tout de même des films d'aventure, avec toute une somme de péripéties. Je vais prendre l'exemple assez parlant, je pense, du film Le Capitaine d'André Hunebelle, qui est sorti en 1960. En effet, déjà, petit rappel, le scénario a été écrit entre 57 et 58, donc la France à cette époque est encore sous la 4ème République, mais une république assez balbutiante. Et dans ce film-ci du Capitaine, on trouve une sorte de parallèle finalement entre le gouvernement de Concino-Concini, qui est du coup un des ministres de la régence de Marie de Médicis, et qui est représenté comme étant un gouvernement corrompu, qui n'hésite pas à faire assassiner ses opposants politiques. Là, pour le coup, du côté de la 4ème République, on est moins sur ça, mais finalement, on montre réellement que le pouvoir de la 4ème République apparaît comme un pouvoir qui n'est pas assez fort finalement, qui nous présente finalement assez peu la République. Là, je vais pour le coup, pour reprendre un peu, c'était les travaux de François Desbarras sur le Capitaine. Lui, finalement, va jusqu'à montrer qu'il y a une certaine analogie entre Louis XIII, qui intervient à la toute fin du film, comme Deus Ex Machina, comme je vous l'ai dit, en montrant finalement qu'il est l'homme fort de la situation. Il apparaît autour de ses militaires, autour de soldats, pour montrer que c'est lui qui va reprendre en main le pouvoir de la France face à un Concino-Concini qu'il vient d'assassiner. Lui va faire une analogie finalement entre cet assassinat de Concino-Concini avec finalement le coup d'État de Charles de Gaulle, qui n'a pas hésité à assassiner finalement cette 4ème République. Par ailleurs, pour faire une seconde comparaison, ces films de KPDP vont s'attacher finalement à réutiliser une imagerie que l'on retrouve notamment dans les manuels scolaires de la 3ème République, mais aussi dans l'imagerie d'Épinal. En effet, il faut rappeler que ces fameux scénaristes sont nés au tout début du XXe siècle, on est encore en 3ème République, et que tout le fonctionnement de l'école tourne également sur ce point-ci, sur un roman hyper présent finalement, sur une histoire de France hyper présente autour d'images. Dans le cas, par exemple, de Hardy Pardaillan, je pense que vous avez à peu près tous reconnu à gauche que le héros est en train de parler avec Henri IV. Pourquoi on le reconnaît ? Finalement, parce que c'est un personnage avec une fraise, avec une énorme barbe, mais surtout aussi avec son grand plumet blanc, son panache blanc. Panache blanc que l'on retrouve vraiment dans cette maxime ralliez-vous à mon panache blanc que Henri IV aurait dit lors de la bataille d'Ivry en 1590.
Et par ailleurs, on le retrouve dans cette image, Henri IV avec son énorme plumet blanc. Voilà, on peut clairement faire une comparaison entre ces deux représentations. Par ailleurs, pour parler un peu de la figure du roi dans les films de KPDP, il y a pour Michel Cadet et François de la Bretèque, donc ils ont écrit pour Cinéma Action dans un hors-série qui se nomme L'Histoire de France au cinéma. Ils vont présenter le concept de roi meuble. En effet, et là je trouve que le cas du Miracle des loups d'André Hunebelle est assez parlant. Finalement, le roi de France, ici c'est Louis XI, est présenté finalement comme un roi très bureaucrate, très porté sur l'administratif. Pendant tout le film, qui dure à peu près 1h40 je crois, Louis XI est montré comme quelqu'un qui ne signe que des papiers. Il parle assez peu de dialogue, et finalement il est soit représenté comme, là vous pouvez le voir sur l'image de gauche, comme ayant tout le temps des papiers, qui s'intéresse finalement assez peu à l'action, assez peu à ce qui se passe dans son royaume, mais dans le scénario, ou alors comme quelqu'un qui est tout le temps assis sur son trône et qui, bien que le trône est souvent synonyme de... voilà, le roi apparaît souvent comme on voit souvent le symbole du roi juge lorsque le roi est assis sur son trône, pardon. Et finalement là le roi est juste assis sur son trône et semble assez passif finalement à l'action du film. Par ailleurs, pour faire ici un petit retour sur le Capitan, on peut dire que le héros est quelque part celui qui va donner le pouvoir un peu au roi. En effet, pour reprendre un peu l'introduction du Capitan, Louis XIII, qui est alors âgé de 15 ans, et apparaît comme un roi qui est menacé, impuissant, et le héros, donc François de Capestan, qui est interprété par Jean Marais, va porter son secours au roi. Il est présenté comme finalement ce Louis XIII avant François de Capestan, parce qu'en effet le héros va se présenter à Louis XIII vraiment tardivement dans le film, plutôt à la seconde moitié. Louis XIII est vraiment montré comme une coquille vide, c'est Marie de Médicis et Concino Concini qui ont vraiment tout le pouvoir. Par ailleurs, cette représentation du roi nous permet aussi de nous interroger un petit peu sur la représentation du pouvoir. En effet, ce n'est pas tant le roi qui a le pouvoir, mais ce sont aussi tous ses officiers, tous les surintendants qui ont le pouvoir, et même un pouvoir beaucoup plus présent finalement que le roi lui-même. En effet, dans le cadre par exemple de Capitaine Fracasse de Pierre Gaspard VIII, le prince de Moussy, là, qui est présenté par Jean Yonel, interprété par Jean Yonel, c'est le surintendant du roi Louis XIII, mais c'est aussi le Deus Ex Machina du capitaine Fracasse. Lui va résoudre absolument tous les problèmes qui ont été présentés durant près de 1h40. Le pouvoir finalement permet de donner toutes les clés, finalement toutes les solutions, absolument tous les problèmes posés par le scénario. Et dans cette dernière partie, je vais vous présenter un petit peu du coup la représentation. J'ai pris le cas de la représentation de l'armée dans ces films de KPDP, et je vais vous présenter un court extrait de l'introduction de Fanfan la Tulipe de Christian Jacques. Voilà. Il était une fois un pays charmant qui s'appelait la France. Regardez-la par le petit bout de la lorgnette. C'est elle en plein 18e siècle. Alors on vivait heureux, les femmes étaient faciles, et les hommes se livraient à leur plaisir favori, la guerre. Le seul divertissement des rois, ou les peuples et leur part. Mais quelle est cette glorieuse bataille? Peu importe, toutes les batailles ne se ressemblent-elles pas par un côté guerre qu'elles ont en commun? Un champ de bataille est un endroit où l'on travaille pour la postérité, en faisant des mots historiques pour les enfants des écoles. À moi, Auvergne, voilà l'ennemi. Ralliez-vous à mon panache blanc, tu trembles, carcasse. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. La garde meurt, mais ne se rend pas. Louis XV, vous l'avez reconnu à ces fortes paroles qu'il aurait pu dire. Louis XV dit le bien-aimé, traînant comme il se doit tous les cœurs après soi. Il perd quelquefois son chapeau, mais il ne perd jamais son sang-froid. Fleur au fusil, sourire aux lèvres, amour au cœur.
Les régiments de Picardie, d'Aquitaine et de Bourgogne se battaient avec élégance. On s'entretuait avec grâce, on s'éventrait en beauté. Tout était réglé comme un ballet. C'est ce qu'on appelait la guerre en dentelle. Donc voilà, je trouve que c'est un extrait qui est assez parlant. En effet, on montre finalement dans cette introduction que la guerre finalement est trop sérieuse pour les militaires, pour être confiée finalement aux militaires. Et c'est quelque chose qui va résonner énormément pour, je pense, à cette période. En effet, petit rappel, Fanfan la Tulipe, le scénariste de ce film, c'est Henri Janson, qui est un journaliste, surtout, il a écrit énormément entre les années 30 et les années 50-60. Il a énormément été dialoguiste également durant cette période. Petit rappel, Henri Janson est un pacifiste absolu. Pour le coup, même durant les années 40, ça lui a même posé un peu problème, étant donné que qui dit pacifisme dit aussi proche du régime de Vichy. Donc ça a été aussi un petit problème à cette période. Mais enfin bref, dans ce cadre, finalement, de la représentation de l'armée, on montre finalement que la guerre est quelque chose de beaucoup trop sérieux, mais aussi il y a une certaine dualité finalement entre les deux personnages du film. D'un côté, Fanfan, qui est joué par Gérard Philippe, qui est le nec plus ultra du chevalier servant, bien qu'un peu naïf. Et d'un autre côté, on a le sergent instructeur qui est joué par Noël Roquevert, qui lui est vraiment le militaire imbu de sa personne, à la limite de l'imbécilité. Ce qui montre finalement que d'un côté, on a Fanfan qui refuse de participer à cette guerre. Et d'un autre, on a ce sergent instructeur qui, lui, est beaucoup trop sûr et beaucoup trop imbécile pour se rendre compte de sa bêtise. Voilà. Et d'un autre côté, pour retrouver un autre cas, et je vais aller un peu plus vite, on a aussi le cas du coup de Cartouche, sorti 10 ans après, où là finalement on a cette scène de bataille au tout début du film et nous avons nos trois personnages. Donc d'un côté Cartouche interprété par Jean-Paul Belmondo, La Douceur interprétée par Jess Hahn ou encore La Taupe interprétée par Jean Rochefort, où dès le début des combats, en effet, ils se sont enrôlés alors qu'ils devaient échapper à l'antagoniste, donc Malichaud. Ils se sont cachés dans un fourré au cours de la bataille, ce qui leur a permis bien sûr d'échapper à la mort, puisqu'en effet tous les soldats de la bataille vont mourir en 2 minutes top chrono, et ils vont même jusqu'à observer finalement les deux officiers des deux forces en train de s'étriper, là vous pouvez le voir sur l'image, ils sont en train de tous les deux s'enfoncer leur fleuret. Le combat a duré 2 secondes, je ne peux pas vous montrer l'extrait, mais en tout cas, dans le cadre du Cartouche, on peut voir 3 points bien précis. D'une part, une représentation de la place du soldat. En effet, on critique les méthodes de recrutement en promettant gloire et richesse. On a un rapport finalement au pacifisme, comme on peut le voir avec les 3 hommes qui sont en train de discuter dans les forêts et qui vont même jusqu'à avoir les drapeaux ennemis qui vont leur tomber du ciel, qui est quand même le Graal lors d'une bataille durant l'Ancien Régime. On a également des combats fouillis, comme on peut le voir avec cette représentation des 2 officiers qui sont en train de s'entretuer. Et également la place du coup de la relation avec les gradés, qui est tout de même assez importante. En effet, durant que les soldats vont s'entretuer au champ de bataille, nous avons les officiers qui jouent à Colin Maillard et qui observent le combat avec leur lorgnette. Ils ne participent pas finalement au combat. Et ce rapport au gradé, bien entendu, mène à une déshumanisation des pertes. En effet, le colonel va jusqu'à dire « j'en ai perdu 100 et je compte bien faire mieux ». Donc c'est tout de même une phrase qui est assez forte et qui, je pense, doit résonner dans l'oreille d'un contemporain de 1962, puisqu'en effet, je le rappelle, ça reste tout de même assez proche de la Seconde Guerre mondiale, assez proche de la guerre de Corée, d'Indochine, enfin bref, de toutes les guerres de décolonisation de cette période. Je vais enfin conclure. En effet, 3 points dans cette conclusion.
à l'instar du western, finalement, on peut montrer que ce genre de KPDP montre réellement les obsessions de cette époque des Trente Glorieuses. Mais elle le montre comment ? Par rapport aussi à l'écriture des scénaristes, par rapport à leurs affects politiques. Là, par exemple, le cas de Henri Chanson est assez parlant, hein, finalement, dans Fanfan la Tulipe. On retrouve vraiment une place du pacifisme qui est assez important. Par ailleurs, on retrouve toujours chez les scénaristes finalement la place de l'éducation qu'ils ont reçue, hein, étant donné qu'ils ont reçu une éducation proche de la Troisième République, l'imagerie d'Épinal se retrouve énormément, notamment dans la posture des personnages. Et enfin, finalement, je voudrais dire que ces 30 glorieuses, toujours dans leur nom, elles montrent finalement une recherche d'une époque perdue, une époque qui est révolue, mais on cherche perpétuellement à retrouver cet âge d'or, et on le retrouve notamment jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. La phrase, si je peux faire un petit point sur ce qu'on a encore en ces temps-ci, je vous rappelle que la phrase de campagne de Fabien Roussel en 2022, c'était « Une France des jours meilleurs ». Donc finalement, on retrouve cette passerelle finalement entre la recherche d'un temps perdu et une volonté politique de l'avoir. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté.